C'est parti. À toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Comment vous allez? Alors, c'est donc une Et Eric, soirée tu nous plantes le décor? très spéciale sur la dimension artistique et l'énéagramme, ou dit autrement, la valeur ajoutée de l'énéagramme dans vos activités respectives. Donc, je vous présente à Céline, Martin et Diane. Et pourquoi ne parleriez-vous pas dans cet ordre-là? Je vous invite à vous présenter, vous et votre activité. Super. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Céline. Je suis chargée de communication et animatrice dans le domaine du bien-être sur l'île de Ré et La Rochelle. Martin? Ok, moi je suis comédien formateur. Depuis 10 ans, je travaille avec Théâtre à la carte, qui est le leader du théâtre d'entreprise. Et on intervient pour sensibiliser les collaborateurs grâce à l'outil théâtre sur des problématiques d'entreprise qui peuvent être diverses et variées. Mais parallèlement à cette activité, j'ai créé une compagnie de théâtre qui est spécialisée dans le clown de théâtre. Et je crée une pédagogie qui commence de plus en plus à s'appuyer sur les ressorts de l'énéagramme, à la fois pour enrichir l'outil clown de théâtre, comme pour enrichir l'outil apprentissage de l'énéagramme. Merci Martin. Diane? Moi, je donne des ateliers, des conférences et des formations pour se reconnecter à sa sensibilité, sa sensorialité. Ça prend plein de formes différentes. Ça peut être via de la méditation, via de la danse. Ça peut être aussi pour créer, au final, enfin, dans la dimension artistique, il y a aussi la dimension création pour créer un parcours qui nous correspond, donc se reconnecter à ses puissances et ses capacités créatives aussi dans la manière dont on navigue dans nos vies. Et à titre personnel, et qui a pu être aussi professionnel, j'écris. Et puis à titre personnel, je dessine et j'aime danser. Voilà, il y a un petit peu, et tout ça vient nourrir un peu mes activités à droite à gauche. Ok, donc Diane, on va rester avec toi. En quoi l'énéagramme a-t-il été une valeur ajoutée dans tes activités? Alors déjà, il y a eu tout un aspect lié au fait de m'assumer moi-même. C'est-à-dire que moi, en énéagramme, dans mon profil énéagramme, qui est le profil 4, il y a toute une dimension liée aux émotions et à la sensibilité. Et ces émotions et cette sensibilité, j'avais toujours pensé que c'était un problème. Alors, toute ma vie, j'ai appris à naviguer avec ça. Mais l'énéagramme m'a appris à voir que derrière ça, il y avait une possibilité de toucher les gens et d'aller émouvoir par la création, la singularité, etc. Et donc, déjà, d'un point de vue personnel de moi à moi, ça m'a aidé à mieux assumer et à me dire, tiens, quand j'anime un atelier de méditation, dans toute la partie de transmission et dans toute la partie de guidance, je vais m'autoriser en fait à être créative parce que ça fait partie des talents que j'ai en quelque sorte. Donc ça a été assez fort. Bon, alors après, je pourrais rebondir, mais je peux peut-être le dire très brièvement, il y a ça. Ensuite, il y a maintenant, de plus en plus, donc récemment, avec mon frère, on a fait un atelier pour un cadre, pour l'aider à travailler sur différents aspects de sa personnalité. Et en fait, on a fait l'atelier en 2 temps. Une partie où on a travaillé sur son profil énéagramme grâce à l'entretien de 45 minutes qui permet de comprendre et d'identifier plusieurs pistes de profil. Et du coup, on a construit l'atelier grâce à l'énéagramme. Et l'atelier faisait appel au mouvement, au corps, au regard, à la présence, à l'expression de soi, toute une dimension du mouvement dansé aussi, et qui s'est appuyé sur l'énéagramme. Donc ça, c'est un peu 2 pistes. Je pourrais un peu creuser. Il y a plein d'autres choses. Mais je dirais que c'est principalement ça. Déjà de moi à moi. Et ensuite, dans les ateliers, d'intégrer cette dimension-là quand c'est de l'accompagnement individuel. Merci Diane. Au choix, qu'est-ce que Céline ou Martin, vous auriez envie de dire? Par rapport à ce que vient de dire Diane Oui, comme tu veux. Moi, j'aimerais bien qu'elle nous précise le rapport entre comment elle s'appuie sur l'énéagramme pour l'écriture. Ça, je ne l'ai pas trop fait encore, hein, à vrai dire. L'énéagramme et l'écriture, je ne saurais pas trop te répondre à cette question. Je pense que c'est plutôt le fait de m'appuyer sur mes ressources, les ressources de mon profil,
Tu vois, me dire, bah, tiens, moi, une de mes aptitudes assumées maintenant et connues grâce à l'énéagramme, c'est d'aller plonger en moi. Et du coup, je vais m'autoriser à écrire de cette partie-là de moi, au lieu de, je sais pas moi, vouloir me conformer à certaines choses, etc. Je vais aller m'appuyer sur cette ressource-là qui est en moi. Donc ça, c'est à la limite, c'est la porte d'entrée que je pourrais avoir pour moi. Ouais. Martin, et toi, qu'est-ce que l'énéagramme a été comme valeur ajoutée? Alors, moi, j'ai testé cet été quand j'étais en plein cycle 2, j'ai testé cet été dans un centre de vacances l'idée d'aller marier l'énéagramme, cette idée folle d'aller marier l'énéagramme avec les exercices de clown de théâtre. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que c'est une force, c'est une vraie force pour l'apprenti comédien qui va s'appuyer sur une nouvelle énergie. Alors, moi, je fais ça en 3 temps. D'abord, j'expose les profils assez rapidement, une fois qu'on a fait une demi-journée d'exercice de clown de théâtre. Alors, je précise juste que le clown de théâtre, ça n'a rien à voir avec le clown de cirque. Ça a un petit lien, mais on n'est pas dans le clown de cirque. Voilà, on est dans une approche de discipline de théâtre qui est liée aux situations burlesques et émotionnelles. Voilà, et on travaille des situations. Donc, ça peut se travailler aussi sans nez rouge. Je voulais juste préciser ça parce que souvent, on associe ça au cirque et c'est un peu erroné. Bref, on fait une demi-journée de découverte de clown de théâtre avec des passages sur scène. Et ensuite, en milieu de journée, j'expose assez rapidement les profils. Et ensuite, je leur demande de travailler par 2, en duo, chacun de leur côté, sur les ressorts comiques qu'ils pourraient trouver dans chaque profil. C'est-à-dire que je les invite à caricaturer un petit peu chaque profil, l'énergie de chaque profil, et à faire en sorte de montrer à l'autre comment ça marche un 9, comment ça pourrait marcher un 8, comment ça pourrait parler en débit de parole, un 8, un 9, un 7, ce que vous voulez. Bref, essayez déjà de le mettre un peu dans leur délire un peu clownesque. Voilà. Et ensuite, on va faire des passages de duo devant le groupe, devant le public. Et je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais leur donner un exercice à faire, c'est-à-dire un passage avec une action et une contrainte. Et le frottement de cette action ou de cette contrainte, normalement, est censé les amener vers quelque chose d'assez clownesque. Là, on va rajouter l'idée que, juste avant, le groupe va leur donner un profil. C'est vraiment une décision du groupe collectif. Ils ne se connaissent pas, a priori, ils ne connaissent pas le profil des 2 comédiens qui vont passer. Et ils vont leur attribuer comme ça intuitivement un profil à chacun d'eux. Et charge à chacun d'eux donc d'aller faire le même exercice renforcé d'une énergie de chacun de ces profils. Et c'est là que tout commence. C'est là que le clown apparaît encore en plus, parce que finalement, donner une énergie de 5 avec une énergie de 8 qui se rencontre sur scène avec un nez rouge, avec le stress de regarder le public, et une action précise, en l'occurrence, parce que j'aime bien, c'est juste leur donner cette action très simple de traverser la Seine avec un verre d'eau plein à bord et de considérer que c'est un drame s'il y a une goutte d'eau qui tombe par terre. Voilà, c'est un peu leur contrainte un peu imaginaire. Ce que tu exprimes, c'est que tu as plus d'idées et plus de créativité grâce à l'énéagramme par rapport à avant. En fait, ça leur permet d'être moins perdus. Mais toi. Alors, moi en tant que pédagogue, tu veux dire? Oui. Moi, en tant que pédagogue, c'est très clair. Enfin, moi, je leur donne une direction qui est vachement plus claire qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que je leur donne la possibilité de moins être perdus sur scène, à chercher, si tu veux, une partie d'eux-mêmes qui serait là à donner de l'émotion ou à faire rigoler le public. Donc, voilà. Tu penses que grâce à l'énéagramme, ta pédagogie a gagné en qualité ou en créativité? Alors, pour moi, là, ce sont les élèves qui ont gagné en créativité. Maintenant, si tu veux que je te parle de moi, pédagogue, pour le coup, ça me permet, l'énéagramme me permet autre chose, me permet de beaucoup mieux analyser les blocages de mes élèves quand ils sont sur scène. C'est-à-dire quand on travaille la colère, par exemple, les niveaux de colère, et ça vraiment, je l'ai pas voulu, hein, c'est pas l'énéagramme qui m'y a amené, c'est le hasard qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu une ou 2 élèves qui étaient bloqués par le fait d'exprimer la colère à différents niveaux. Ce qu'on travaillait, c'était l'exagération du personnage.
Et le fait que une personne qui passait n'arrivait à rien sortir de colère, ça m'a mis sur une piste. Et c'est là où je peux commencer à travailler Ennéagramme avec eux, en discuter en tête-à-tête et aborder le problème de la colère. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que la personne, finalement, il y a une chance sur deux qu'elle soit plutôt de profil 1 et qu'il y ait un petit problème relationnel avec la colère. Et c'est vachement intéressant d'aller débloquer ça. Merci, Martin. Voilà. Merci. On va passer la parole à Céline. Merci, Eric. Alors, chez moi, l'énéagramme a déclenché, je dirais, de l'amplitude intérieure. Pourtant, en bonne 4, de l'amplitude émotionnelle, on en a déjà, mais de l'amplitude générale sur le niveau de compétence que je peux aller investir. J'aime bien me dire que ma prise de conscience à moi, c'est que l'énéagramme, c'est 9 costumes et que j'ai une garde-robe désormais très fournie et que selon les missions que j'ai à faire en communication, le métier étant hyper divers, je vais investir tour à tour les différents rôles de ma vie selon la journée et l'heure de la journée. Ce qui m'a permis aussi de travailler plus de subtilité en interaction avec le monde, que ce soit du coup le monde digital, mais aussi les relationnels directs en fait avec les gens. Et moi-même, je travaille du coup je travaille la communication bien-être avec tout plein de thérapeutes, que ce soit des yogis, des coachs, des formateurs, des naturaux, des personnes qui déjà elles-mêmes sont dans l'accompagnement permanent et du coup sont aussi dans la recherche d'une meilleure connaissance d'elles-mêmes, forcément. Donc, dès que je plante une graine énéagrammesque chez eux, on peut être sûr que ça va aussi fleurir et trouver résonance. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, j'aurais bien du mal à pas marier spontanément la communication et l'énéagramme parce que j'ai l'impression que tous les jours, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc, comme pour Diane plus tôt, tu dirais que tu as gagné en confiance en toi et que tu es plus pro aujourd'hui, à tes propres yeux en tout cas, tu es plus pro que tu ne... J'ai renforcé mes skills émotionnels et j'ai pris conscience de la capacité que j'avais naturellement à trouver la singularité chez l'autre. Donc, ça a accentué ma mission, on va dire, de travail avec Moodboard. Et en même temps, j'ai une dimension très tournée vers le collectif que mon sous-type m'apporte. Et donc, je jongle avec ce juste équilibre de créer de l'émotionnel chez l'autre aussi, faire en sorte qu'ils vivent des choses intenses et en même temps ne jamais oublier le groupe, le côté fédérateur. Donc, je jongle avec mes capacités et oui, j'espère que j'en ai déployé d'autres sur le cercle depuis. Merci Diane. Plus de conscience sur toi-même et sur l'autre, ça fait que ça se passe mieux. Comment tu exprimerais ça ? Ça change à peu près tout. Hein. Déjà, la capacité à remarquer, moi, quand dans une posture d'animation, je suis dans mes réactivités et à davantage le voir au lieu de le subir et du coup apprendre à respirer, réouvrir, reconnaître le schéma en fait pour ne pas y croire. Et après aussi, ce que je trouve assez balèze, alors ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais moi aussi j'accompagne aussi des gens donc, qui font une reconversion professionnelle dans l'idée de créer un parcours professionnel qui leur correspond. Et du coup, c'est assez génial parfois. Je me rappelle, il y avait un exercice d'un des participants où il travaillait en fait sur les différentes parties de lui entre lesquelles il était écartelé dans sa capacité à avancer. Et donc, les deux parties de lui, il y avait une partie c'était une femme, businesswoman qui a envie de réussir, pour qui l'importance du regard de l'autre est hyper importante, etc. Et il y avait, donc celle-là, c'était la partie d'elle qui avait gouverné l'ensemble de sa vie jusqu'ici, et elle arrivait à aller aux limites en fait de cette partie d'elle. Je ne sais plus ce qu'elle faisait, elle était commerciale dans une entreprise, etc. Et elle me racontait qu'elle avait une autre partie d'elle qui était une partie beaucoup plus douce, arrondie, plus calme, etc. Et donc moi, je voyais les deux archétypes 3 et 9, et c'était tellement intéressant de l'entendre dire, moi aujourd'hui, la partie de ma vie qui a gouverné ma vie, c'était la partie plutôt, on va dire, que moi je voyais en archétype 3. Et aujourd'hui, j'ai envie de laisser plus d'espace à la partie qui va chercher davantage l'harmonie et le calme et la contemplation, etc., qui était donc du coup la flèche en 9. Et du coup, ça me donnait une grille de lecture qui était extraordinaire, en fait, que j'aurais jamais eu avant. Et ça, c'était assez balèze. En tout cas, ça m'a frappée. J'ai eu quelques moments comme ça, assez forts dans la dimension individuelle de l'accompagnement des gens, qui donnent des grilles aussi pour les aider à clarifier ce qui est en jeu chez eux.
Et après, moi, je pense qu'il y a plein de choses à explorer que je n'ai pas du tout encore exploré. Ça rejoint ce que décrit Martin. C'est comment faire en sorte que les personnes passent par les 9 énergies pour mobiliser ces ressources en soi. C'est quelque chose qu'on va, dans la super rencontre qu'il va y avoir fin août, avec mon frère, on va faire un atelier de présence et de danse pour se connecter aux 9 archétypes. Et il y a plein de choses à faire, en fait, pour que chacun puisse aller chercher en soi l'énergie et la matière en fait de chaque archétype et donc le sentir à soi, se reconnecter à soi. Je pense qu'il y a plein de choses à faire par le mouvement, de plein de manières différentes, assez passionnantes, quoi. Mais tout ça, c'est encore exploré pour moi. C'est un peu le début de cette quête-là. Est-ce que l'un ou l'autre a envie de dire ou de rajouter la plus-value de l'énéagramme dans vos activités? Vas-y, Martin. Oui, moi, ça me fait penser à plein de choses. Par exemple, quand on parle du clown de théâtre, souvent, j'essaie de leur dire, mais vous êtes pas... Ils veulent absolument trouver leur clown. Moi, je leur dis, on est plusieurs à l'intérieur. C'est compliqué, l'être humain. Il y a plusieurs coachs, des fois, dans la tête. Il y a plusieurs personnages dans la tête. Et avec l'énéagramme, peut-être que je peux arriver à leur dire à un moment donné, tu vois, aujourd'hui, tu étais plutôt dans un clown d'énergie 9, tu étais plutôt dans un clown d'énergie 7, hein. Tu vas rencontrer plutôt un clown d'énergie 8, ça va voir ce que ça va donner, ça va être rigolo. L'autre, là-bas, au bout de la file, il est plutôt énergie 8, on va te le faire se rencontrer. Donc, moi, je trouve que l'énéagramme, c'est chouette parce que ça... Enfin, c'est un peu un accélérateur de combien de personnages on peut être dans la vie. Et le fait de le faire, de pratiquer le vocabulaire énéagramme dans un atelier, donc dans un temps donné, dans une unité de lieu, c'est un peu une métaphore de ce qui se passe dans la vie à l'extérieur et ça permet de montrer plus vite que dans un atelier énéagramme du CE, combien on peut passer d'un profil à l'autre facilement, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Qu'est-ce que Céline, tu as envie de dire? Moi j'aimerais dire que là où ça m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'aujourd'hui je peux rire de ma tragédienne intérieure. Qu'à certains instants, je suis dans ma propre autodérision et ça fait vachement de bien de pouvoir désamorcer ça. Au-delà même de pouvoir aider l'autre à se lire, je pense que c'est la meilleure chose qui m'arrive, c'est ça, c'est de pouvoir me mettre en position méta dans certaines situations où je peux frôler le grotesque, le claquement de porte, le vaudeville, et me dire non mais là, stop, c'est entre toi et toi, reviens, respire. Et ça, c'est l'énéagramme qui me l'a offert sur un plateau. À Marisa pour les questions. Oui, alors là, il n'y en a pas trop, il y a que des jolis commentaires, mais du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, Céline. Donc là, tu parles d'observation intérieure. Et du coup, comment tu trouves justement le doux équilibre entre te servir de ton 4 et donc ton social, donc comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui sont aidants dans ta pratique, mais justement, comment tu fais pour réguler ça, pour pas être justement trop là-dedans et pouvoir aussi, te servir du reste des costumes, comme tu le disais tout à l'heure. Comment tu t'y prends? Je sais pas, peut-être que tu n'as pas de réponse, mais si tu en avais une, je suis preneuse. Alors, sur le plan pro, j'ai une réponse très simple qui est je me fais mon agenda le dimanche soir et je me mets mes missions à suivre. Quand c'est recruter clients, quand c'est publication, quand c'est en fonction de animation, je me mets des numéros en face des missions que j'ai à me donner. Comme ça, déjà, par anticipation, le dimanche pour le fil de la semaine, je vais me dire, OK, le mercredi, je suis plus dans une énergie 3, posture recrutement. Tiens, là, je suis en écoute avec des nouveaux clients, appel découverte, énergie 9, mais un petit peu de 6 quand même. Voilà, et tout ça, ça va vachement m'aider à confirmer que du coup, je peux vraiment être toutes les femmes de ma vie en moi réunies, déjà, c'est important. Et ouais. Et après, j'essaie de faire de l'antisocial de temps en temps, tu vois, de m'autoriser à me faire une croix dans le bas aussi. Une journée, alors c'est plus facile de faire antisocial et j'aimerais bien arriver à faire une journée tout en survie, par exemple, parce que c'est le sous-type que j'investis le moins. Donc, je me mets des petites intentions comme ça dans le mois pour aller petit à petit cheminer vers ce qui est moins accessible. Et concrètement, ce serait quoi pour le survie, justement?
Eh ben, le survie, ce serait prendre le temps d'écouter son corps et commencer par ça aujourd'hui, se faire un thé chaud, aller s'acheter des bonnes chaussettes. Sans être cliché, tu vois, c'est autoriser à ce que la sensorialité soit là avant tout le reste, avant l'émission vers l'extérieur, revenir à l'intérieur. Ok. Et vous, Martin et Diane, si je vous posais la même question, vous me répondriez quoi par rapport à ça? Comment vous arrivez à pas être dans... Je vais m'autoriser le mot de excès parce que c'est ça qu'on travaille, hein. Vous êtes tous les trois certifiés, donc vous savez que l'observateur intérieur, c'est quelque chose qui nous suit un peu. C'est le bon pote non jugeant qui est avec nous. Mais du coup, comment vous faites pour ne pas être trop dans l'excès et aussi pouvoir offrir ça aux gens que vous accompagnez? Diane, tu veux commencer? Alors moi, l'observateur intérieur, ça fait beaucoup de temps que je travaillais avec via la méditation. Ouais. Donc du coup, c'était assez génial en fait que l'énéagramme et la méditation se rejoignent à cet endroit-là. Ça met plein de cohérence pour moi. Pardon, il y a quelqu'un qui joue du piano dans l'appartement où je suis derrière. Je ne sais pas si vous Le l'entendez. trait 4, tout va bien. J'ai fait exprès, en fait, je lui ai dit, alors, à 19h45, tu viens. Désolée. Et en fait, moi, clairement, l'observateur intérieur, alors déjà, c'est un travail, hein, c'est pas, c'est un entraînement tous les jours de conscience de soi. Et en fait, c'est marrant, moi, je l'ai jamais. Je sais que souvent, parfois en salle, les gens disent, voilà, je vais aller mobiliser la conscience d'aller mobiliser ces énergies des différents profils. Alors moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je ne vais pas le conscientiser en mode, tiens, je vais mobiliser mon 8, etc. Je vais plutôt être dans l'observation de ce qui se joue. Et j'ai l'impression que quand, par exemple, je ne sais pas moi, je vais travailler, je vais être dans une situation, par exemple, de crispation, de frustration, etc. Si j'y mets de la conscience grâce à l'observateur intérieur, ça va me laisser plus d'espace pour réagir autrement. Et a posteriori, je pourrais me dire, ah ben là, en fait, j'ai posé mes limites et du coup, je me suis reconnectée à mon énergie du 8, par exemple. Mais je ne vais jamais le penser a priori, ça va être plutôt une observation a posteriori. Et moi, comment j'entraîne mon observateur? Alors, bon, la méditation, clairement. Et ensuite, j'ai un petit carnet avec moi tout le temps. Et alors, pas toujours dans le quotidien, à Paris, dans ma routine, etc. Mais par contre, là, je vois, dès que je sors de mon quotidien et que là, du coup, je suis en Israël pour un mois, dans un nouvel environnement, j'ai mon petit carnet avec, parce qu'il se passe plein de choses, ça vient activer plein de choses quand on sort de chez moi, quand je sors de ma zone de confort, ça vient activer plein de choses. Donc, du coup, j'ai mon petit carnet avec moi qui m'aide à décrypter ce qui est en jeu et à comprendre, en fait, quelles sont les réactivités. Chez moi, les réactivités, elles sont plutôt de l'ordre de, alors, comment dire, une sorte d'enfermement intérieur, d'une sorte de dépréciation de soi, en fait. Et du coup, l'énéagramme m'aide à voir et à me dire, ah, mais en fait, ça, c'est juste un schéma. Et du coup, à pouvoir trouver la liberté intérieure, en fait. Et aussi, moi, ce qui m'aide parfois, c'est alors ça, c'est aussi issu de la méditation, mais du coup, tout se lit, c'est de me répéter des phrases, en fait, qui m'aident à retrouver mon centre. Je ne sais pas, moi, par exemple... Des sortes de mantras? Ouais. De la ressource, oui. Ouais. Par exemple, c'est bête, mais ça peut être je fais de mon mieux. Tu vois, les fois où je me dis, ah ben là, je sais pas, j'arrive dans un nouvel environnement, je me trouve pas assez. Alors ça, c'est quelque chose de très 4, mais je me trouve pas assez drôle, pas assez spontané, etc. Dans ma tête, je vais me dire, je me fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et en fait, c'est un nouvel environnement et c'est normal. Ça prend du temps. Et du coup, une sorte presque de dialogue avec soi-même, en fait. Pour me rassurer, en fait. Donc là, c'est calmer l'ego quand il ressort, parce que là, effectivement, ce que tu viens de nommer, on est sur... on parle de cas, donc c'est le calmer avec des phrases de douces pour... OK. Et déjà, le reconnaître, en fait, au lieu de croire ces phrases-là qu'on se raconte et de m'identifier à elles. Il y a quelque chose comme ça, de voir ces phrases et de se dire, ah, mais c'est pas moi, ça, en fait. C'est des petites voix dans ma tête. Donc, comment je fais pour en prendre soin? OK. Merci. Et toi, Martin, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet? Juste pour rebondir, j'ai parlé de mantra parce que moi, ça me parle un peu. Je trouve que les mantras ont la faculté, pour moi, le fait que ça soit quelque chose de répétitif, c'est quelque chose de très important pour m'ancrer. Voilà. J'ai découvert cette vertu des mantras, ça me permet de m'ancrer. Et c'est le fait de répéter plusieurs fois quelque chose, c'est comme un marteau piqueur. Et ça, franchement, ça m'évite de partir en transe. Alors, ce que j'appelle une transe chez moi, je l'ai lu dans un livre sur les 4 en énéagramme récemment et je trouvais ça assez sympa.
À savoir que quand moi, je commence à m'imaginer dans un autre endroit, dans un autre temps, dans un autre lieu, très heureux, évidemment, puisque je pratique la visualisation positive comme ça, eh ben, ça voulait dire dans un livre que je partais attention, 4, vous partez en transe. Et à partir du moment où vous partez en transe, c'est que quelque part, vous êtes en train de compenser votre insatisfaction. Et donc, il vaudrait mieux revenir et quitter la transe et plutôt revenir dans l'instant présent. Et donc, je me mets cette petite clignotant rouge qui me dit attention, est-ce que tu ne serais pas en transe? Voilà. Donc, voilà comment je lutte l'observateur intérieur. Voilà. Merci. Alors, il y a Christophe qui dit on parle de dimension artistique. Il se trouve que vous êtes tous les 3 de profil 4. J'ai un peu le cliché, sans doute à tort, du profil 4 étant le plus facilement artiste. Dans vos pratiques et rencontres avec d'autres profils, comment s'exprime la dimension artistique de ceux que vous avez pu côtoyer? Attends, avant qu'il réponde, je prends ça. Personne n'a jamais dit que tous les 4 étaient artistes, mais je vais construire ça dans l'autre sens. Les profils 4 ont plutôt la compétence de mettre une fibre artistique ou créative dans n'importe quel job. On pourrait imaginer un job comme j'en ai rencontré un jour qui était le directeur d'une usine de métallurgie. Et ben, voilà, c'était le job qu'il exerçait. Et dans ce métier-là, il était capable d'inventer, d'innover, de laisser son profil 4 faire de la créativité. Voilà, maintenant, je vous laisse chacun répondre à la question de Marisa. Et juste, il y en a une autre derrière, la même personne qui dit quelle piste vous pourriez donner aussi à d'autres profils pour aller chercher la dimension artistique qui est peut-être un peu moins justement accessible, comme ce que tu disais, Eric. Et même si il note que Martin, tu as donné des petits éléments de réponse. Voilà. Et donc, la question est... Donc, c'est ça. Est-ce que vous, déjà, vous avez déjà rencontré des gens d'autres profils qui ont une dimension artistique aussi importante que la vôtre? Ça rejoint ce que tu disais, toi, Eric, par rapport à ça. C'est que, voilà, comment... C'est quoi soit la plus-value ou d'être 4 ou comment... Je vois Martin, il fait comme ça. Oui, parce que elle m'énerve un peu toujours cette phrase parce qu'on est 4, on est artiste. C'est tellement répandu dans Internet. C'est absurde. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un profil qui serait plus... voilà. Bien sûr. Donc, moi, j'ai rencontré dans mes copains artistes qui j'ai collaboré des 8, des 6, et chacun amène des 7. chacun amène sa dimension. Le 3 amène une dimension de folie. Et je me suis souvent posé la question, par contre, en termes de réussite. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des profils artistiques qui seraient plus à même de réussir leur vie artistique? Voilà, tu vois, ça, c'est autre chose. Par contre, ce qu'amène le 4, ce que j'ai remarqué quand même, je rencontre, moi, beaucoup de 4, mais je pense que c'est plus de l'attraction. Voilà. C'est plus... je rencontre beaucoup de 4 artistes, mais je pense que c'est une projection et voilà, c'est absolument pas une statistique. Ce que je constate, c'est que la manière dont les 4 font de l'art, en moi déjà, c'est qu'il y a toujours un côté un peu catharsis. Voilà. Il y a quand même cette faculté d'aller transformer son vécu en quelque chose de ressenti, de profondément ressenti. Voilà, je m'en suis aperçu récemment parce que j'ai écrit un court-métrage et quand j'ai pris mon observateur intérieur, j'ai lu mon court-métrage, je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis dans mon 4, quoi. Et c'était complètement... et c'est un court-métrage où on parle que de mon ressenti, de moi, voilà. Et là, je me suis dit, c'est très 4, par contre. Mais voilà, je n'en fais pas de lien avec l'idée que voilà, le 4 a le monopole de la création artistique. Il a le monopole d'une certaine couleur de la création artistique qui est très liée à, oui, une espèce d'âme errante, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est difficile à définir, mais je sens quand même un point commun entre tous les 4, mais j'en déduis pas de généralité. Et comment, par exemple, à la personne qui a posé la question... Je vais prendre. Je pense que si le profil 4 est la personne dont les émotions internes sont au plus fort, c'est un profil qui, plus que les 8 autres, a besoin de faire vivre et de mettre en forme ce qu'il ressent en dedans. Donc, tout ce qui est artistique est un truc pour
sortir mon trop-plein d'émotions internes et les faire vivre ou bien les mettre en scène ou les mettre en forme. Est-ce que, Céline, tu pourrais être d'accord avec ça? Entièrement, Eric. Pour moi, on a une imagerie mentale forte. Enfin, on a plein de couleurs à donner dedans et on a des univers du coup tellement chargés qu'on a envie de les partager. Ça, naturellement, je pense que oui. Et de ce fait, moi, ça se traduit par l'écriture, ça se traduit aussi par la danse. Il y a un désir très fort que notre shooter d'intensité puisse être mis aussi dans les yeux ou les mains de l'autre. Donc, un, ça me fait bien fou de sortir mon trop-plein. Et deux, si je peux partager en trouvant un moyen d'exprimer ce que je ressens, si je peux le partager avec l'autre autrement qu'avec des mots, ben chouette. On a quand même le monopole de la métaphore, je trouve. On reconnaît souvent dans le 4 un certain phrasé, un certain vocabulaire, des mains qui vont avec. Enfin, je trouve que dans le non-verbal, il y a des choses aussi qui s'identifient, qui sont très 4. Et comme disait Martin, moi aussi, je me sens hyper attirée par d'autres 4, comme si on se reconnaît, quoi. Diane? Ouais, moi, je voulais rebondir sur deux choses. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a en effet ce trop-plein d'émotions. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, un bon moyen de faire que ces émotions ne soient pas une charge et de les exprimer. Et il y a plein de manières d'exprimer des émotions. Ça peut être en dansant, en chantant, dessinant, etc., en écrivant. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'au final, peut-être les 4 sont associés à une forme de créativité parce qu'en fait, il y a ce besoin-là, comme tu disais, Eric, d'exprimer. Après, pour moi, il y a autre chose. Il y a dans les émotions désagréables ou qu'on peut appeler négatives, parfois aussi qui peuvent émerger, de mélancolie, etc., mettre du sens à ce pourquoi je ressens ça et aussi de créer quelque chose avec ça. Et que ça en fasse quelque chose de partageable, de joli, d'exprimer, etc. Ça remet du sens. Et il y a autre chose que je vois, il y a la question de se relier à l'autre. Donc la connexion et le lien est aussi très, 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 très important en 4. Donc se relier à l'autre au-delà des mots. Moi, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que quand je suis en train de danser avec des gens parce que c'est une connexion qui ne passe pas par le mental, en fait, qui passe vraiment par le corps et le cœur, ou chanter avec les autres. Ceci étant dit, évidemment, je pense absolument pas que le 4 a le monopole de l'art et de la créativité, mais alors absolument pas. Et pour répondre à la question de Christophe, pour moi, c'est peut-être se demander qu'est-ce qui, dans mes ressources, me permet de me connecter à une forme de créativité. Et j'en vois plein dans tous les profils. Je vis avec un 6, je vois qu'il a en l'occurrence, il est de base 6. Ouais, oui, je connais Christophe, donc je connais. Coucou Christophe. Mon amoureux est en 6 et je vois qu'il a une imagination débordante parce qu'en fait, sa tête est tellement habituée à se raconter des scénarios que parfois, il me raconte des scénarios, mais je suis morte de rire de cette imagination. Je me dis, mais comment tu as pu penser à ça? C'est extraordinaire. Donc ça, je pense que c'est une ressource énorme. En 7, mon frère est en 7, je vois sa capacité extraordinaire à faire des ponts entre des choses complètement différentes pour recréer des nouvelles choses. Ça aussi, c'est une forme extraordinaire de créativité qui peut être une base artistique. En 1, honnêtement, il y a une tonne de pratiques artistiques qui demandent une grande concentration, organisation, rigueur, structure, qui est la base en fait de tous les arts. Quand on est dans une dimension technique, je ne sais pas, le piano, etc., ça demande quand même une forme d'engagement à soi qui, pour moi, m'est difficile, par exemple. Donc, en fait, c'est se demander, pour moi, ce serait de se demander quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer pour développer cette dimension-là de moi, qui est en moi de toute façon, quel que soit mon profil, en fait. Parce qu'on est tous des êtres qui ont été créés et donc qui ont cette capacité à créer. Et j'entends beaucoup de points communs avec le sous-type social là, dans ce que vous dites. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur l'influence du sous-type social dans votre manière de vivre et de créer. Bon. Ok, et moi, tu vois, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que typiquement par rapport à l'écriture, je peux écrire pour moi sans problème parce que c'est ma manière de processer, équilibrer mes émotions. Et j'ai voulu écrire, tu vois, publier, etc., écrire un livre, un recueil de poèmes, etc. Tout ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Et en fait, la seule manière où avant j'ai réussi à écrire où j'ai réussi à aller au bout d'une écriture qui a vocation à être lue, c'est quand j'avais une demande extérieure de gens qui allaient le lire parce que j'avais un partenariat avec une appli de méditation et que ça allait être publié dans un journal. Et là, en février, je m'étais mis un truc de 2 mois pour écrire et en fait, je me suis rendu compte que si je n'avais pas
quelqu'un à l'extérieur qui attendait en mode représentation sociale, je n'ai pas encore trouvé la porte d'accès. Donc, tu vois, c'est intéressant. Donc, c'est me dire comment est-ce que peut-être je me mets en place ce moteur-là, ou alors je dépasse ça et je mobilise d'autres ressources en moi, ou alors je me mets de manière arbitraire ce moteur-là extérieur social, j'en sais rien, en disant à une communauté, OK, toutes les semaines, je publie ceci et du coup, ça m'engage. J'en sais rien. Mais en effet, il y a un truc très fort qui vient là, c'est clair. Moi aussi, Oui. ça résonne à fond parce que même sensation pour que vous, j'écris beaucoup et en fait, je suis dans la phase je donne à lire, je donne pas à lire. J'ai fait ça pour ma propre purge personnelle où il y avait une intention autre qui était que mon livre aide et du coup, on passe dans la flèche 2 de l'ambition pour l'autre. Et donc, je trouve ça assez fabuleux en fait de savoir, on ne sait pas vraiment où on navigue à chaque instant. Autre question de Marisa? Bah écoutez, non, parce que ça passionne. Il y a juste effectivement quelqu'un qui dit que son conjoint est peintre et artiste. Donc voilà, mais sinon, voilà, il y a plus de commentaires sur merci pour les questions, comme quoi vous êtes inspirant. Quelqu'un dit oui, on a tous déjà nos 9 identités au fond de nous, en quelque sorte. Et voilà, et à part ça, je peux juste vous dire qu'on a Tunis avec nous, qu'on a le Maroc avec nous, on a Casablanca, que voilà, ça rayonne, ça rayonne. Mais il n'y a pas tant de questions que ça, donc je pense que le nombre et tout ce que vous nous avez livré doit être complet. Oui. Je veux bien rebondir sur la question de Christophe, qui avait aussi une dimension, comment on peut s'inspirer de la manière des 4 de créer. Et en fait, moi, il y avait un exercice, alors que ce n'est pas forcément 4, mais en tout cas, moi, il y avait un exercice qui allait être passé génial, qui était tiré de Julia Cameron et son livre, je ne me rappelle plus, Déployer votre créativité ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était d'avoir un carnet avec soi d'inspiration et en fait, de se balader avec et en permanence être connecté à qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'inspire. Et de le noter en fait. Et en fait, ça fait, il y a quelque chose qui vient cuisiner là-dedans et ça fait émerger des idées. Il y a des ponts qui se créent, écrire ses rêves aussi. Bref, voir comment, en tout cas, si on se dit, voilà, qu'est-ce qui, moi, en 4, je considère comme étant un exercice 4, c'est de se demander qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui vient m'appuyer sur le cœur, qu'est-ce qui m'inspire dans tout ce que je vois au quotidien. Et dans mes rêves, dans mon inconscient, etc. Et comment l'écrire pour que ça libérer votre créativité. Merci beaucoup. Et pour que ça puisse, m'accompagner dans le quotidien et que ce soit de la matière vivante sur laquelle s'appuyer. D'autres? J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Qu'est-ce qu'on m'a conseillé de faire ça à longueur de journée? Et quand j'étais dans des phases où voilà, je me plaignais peut-être de ne pas être sur quelque chose à créer, et j'ai jamais réussi à faire ça. Et voilà. Un mot de Céline? Alors moi, j'ai un carnet de rêves et je me fais même des rêves éveillés libres toute seule maintenant, ce qui sous-entend, je me mets un audio et je ferme les yeux et là, je vois un toboggan et je me raconte toutes les histoires qui viennent et c'est super après à réécouter parce qu'il y a plein de métaphores et de symboliques inconscientes à récupérer, donc dans l'imagerie, encore une fois, du 4. Et je me fais depuis 6 mois, et c'est très structurant, un carnet non pas de gratitude, mais de complétude. Parce que comme le 4, on parle de trop-plein, mais on parle de vide aussi intérieur. On dit souvent que le 4, il en manque 2. Et bien, se coucher le soir en se remerciant de « merci, je suis remplie de ta-ta-ta, ta-ta-ta ». Ça remplit. C'est hyper... vraiment, c'est régénérateur même. Donc, si vous allez dans le chemin des 4, il faut vous poser la question de qu'est-ce qui vous remplit aujourd'hui. Trop bien. J'ai une question je crois, une personne de Bascat qui demande comment vous arrivez à ne pas vous comparer. Ah, c'est pas facile. Pas se comparer, c'est... Oui. Et si vous avez un tips pour effectivement... Justement, je crois que la création évite de se comparer. Le fait d'être fier de sa création, je pense que ça évite toute comparaison. Donc, c'est urgent d'aller être fier d'avoir un projet en cours. C'est très important, ça. Sinon, moins on a de choses à créer, plus on va se comparer. Ça rejoint la complétude de ces... Je pense que c'est... Avant d'être capable de ne pas me comparer à, il y a une première étape qui consiste à constater que je suis à nouveau en train de comparer. Tu vois, il y a c'est pas mal en soi de comparer, mais plus fréquemment je constate que je compare,
plus je dis à mon ego « je t'ai vu », plus ça se désengrammera avec le temps un peu. Et moi, je ne sais pas ce que vous auriez envie de dire, mais… Alors, moi, je vois que ça dépend des situations. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de faire de l'impro et que c'était trop dur pour moi, c'est qu'en fait, ça demande une telle réactivité de l'instantanéité. Je me comparais tellement avec tout le monde sur scène. C'est vrai. C'était trop dur pour moi, trop difficile. Par contre, dans toutes les formations que je donne, où il y a vraiment une dimension de création de contenu, et ben là, moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de me relier à mes convictions et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et en fait, d'oublier les autres et de ne pas me dire mais comment aurait fait mon prof et comment aurait fait telle personne et est-ce que je vais être à la hauteur. Et si je vois que ces phrases, elles me viennent, je leur dis ta gueule, en fait. Je vois ces phrases passer et je les écoute pas. Et je reviens à moi et je me dis qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent. Du coup, vraiment, je pense que c'est un travail de centrage, de vraiment revenir à soi. Et ben, je peux me reconnecter à ça. Et du coup, hop, là, c'est l'inspiration qui vient. Il y a autre chose aussi, c'est moi, je vois que, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou pour tous les quatre, mais je vois qu'il y a des moments où j'ai des idées qui me viennent comme ça. Je ne sais pas moi, j'ai un atelier que je vais donner de méditation et je me suis dit que le thème, c'était, je dis n'importe quoi, comment voilà, se reconnecter avec ses sens, etc. Et puis je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de raconter là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et tout. Je laisse maturer. Et il y a des moments où, quand je suis en train de marcher, quand je suis dans ma douche, hop, il y a des idées qui me viennent comme ça, des citations, des machins, des histoires, des anecdotes. Et dans ces moments-là, et ben, en fait, il y a encore du crédit. Parce que je pourrais me dire, mais non, Diane, ça, c'est pas assez ceci. Non, là, t'es pas en train, là, t'es dans ta douche, c'est n'importe quoi, c'est pas des bonnes idées. J'y accorde du crédit et après, je note tout ce qui m'est venu et je construis ma matière à partir de ça. Et donc, ça demande vraiment de reconnaître la petite voix qui peut déprécier et ne pas l'écouter et vraiment se recentrer sur ce qui vient comme idée, comme machin. Voilà ce que je pourrais Une dire. dernière question de Marisa. Alors, je crois que vous y avez un petit peu répondu, mais il y a une personne de Basquiat qui dit comment ne pas se mettre la pression pour créer en tant que Basquiat. Les petits pas. Petit pas. Ouais, typiquement, je pense que je me suis mis trop la pression en janvier-février sur le recueil de poèmes que j'avais envie d'écrire. Je voulais que ce soit un recueil de poèmes illustrés et je voulais qu'à chaque truc soit une illustration, machin. Et en fait, c'était trop. Et en fait, j'aurais pu me dire, OK, juste là, j'en écris 3. Et c'est pas grave s'il n'y a pas d'illustration. Et ce sera très bien comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment se dire qu'on se concentre sur un truc délimité et pas se… Ouais, petit pas, le petit pas. D'autres? Ouais, j'aurais dit le mot se détacher de l'enjeu. Moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est de me dire, attends, va pas déjà au bout du bout. Pareil, recommence par la méthode gruyériste et tâche, reprends les choses l'une après l'autre et ça va le faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que Martin, tu auras envie de dire à ça? Il y a un endroit, effectivement, où on ne se met pas la pression. Et cet endroit, c'est quand on a l'impression de détenir notre propre vérité et émotionnelle. Là, il n'y a pas de pression, les autres n'existent pas et ce qu'on écrit est juste et authentique. Et cet endroit-là, il n'est pas si évident que ça à trouver, mais quand on l'a trouvé, il n'y a plus de pression. Voilà, c'est ça que je répondrais, moi. Voilà. Merci beaucoup. Un mot avant qu'on se quitte. On commence par l'île de Ré. J'admets bien volontiers que moi aussi, création égale, je me plonge en fait dans ce que j'appelle mon enfant intérieur thérapeute. Il sait ce qu'il a à faire pour moi et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. S'il y a de la sensibilité, elle est au service de ce que je produis, que ce soit de la pâte à modeler, un dessin ou un petit bout de poème grignoté sur un coin de feuille. Et comme Diane, j'aime bien avoir des carnets même waterproof. Ça m'arrive parce que les meilleures idées sont sous la douche, bien sûr. J'avais pas existé les carnets waterproof. Génial. D'autres? Qu'est-ce que Martin, tu voudrais dire comme mot de la fin? Mot de la fin. Écoutez, c'était très doux de discuter avec des copains, copines qui traversent les mêmes préoccupations que nous. Non, voilà, quel beau profil sommes-nous.
Un mot de Diane? Eh ben, ouais, vous remercier pour cette invitation. C'était chouette de se retrouver ensemble et de partager. Et un autre truc que je voulais dire, mais ça m'a échappé. Peut-être, ouais, pour moi, tous les sujets qui touchent à la création, à l'artistique, c'est d'abord de revenir au fait qu'en fait, c'est une exploration, mais qu'on est là pour s'amuser, pour chercher. Et aussi de se réentraîner son regard, de voir ce qui, dans le quotidien, est drôle, étonnant, surprenant, touchant, joli, etc. Et je trouve qu'au-delà de juste ben voilà, avoir comme objectif de l'art, pour moi, c'est vraiment ben, comment changer son rapport à la vie aussi pour y mettre plus de... Enfin, pour y être présent et pour jouer avec elle, pour explorer avec elle. Merci Voilà, à toi. clôture métaphysique spirituelle à la 4, désolée. Un mot de Marisa? Pas rien, là, ouais, il y a plein de coucou, de merci, de cœur. Donc voilà, c'était un chouette live. Merci pour vos partages d'expériences. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Merci. Eric, merci Marisa. Salut, merci, à bientôt.